Bah, c'est sympa, là, une petite interview. Merci, bonsoir à tous, Madame la Ministre. Merci de nous faire le plaisir et l'honneur de votre présence ici ce soir dans le studio 104 de la Maison de Radio France pour fêter, célébrer les 30 ans de France Info. France Info a 30 ans et quelques semaines, puisque nous avons fêté avec les équipes le 1er juin dernier cet événement. 30 ans qui ont vu défiler une actualité dense, riche, les transformations du monde que nous avons su accompagner, que nous avons su rapporter, faire partager dans ces moments les plus difficiles comme les plus heureux. Et tout au long de l'été, sur la grille de France Info, de notre radio, on aura l'occasion d'entendre un certain nombre de témoins venus raconter ce qui pour eux a marqué ces 30 ans, quel événement en particulier. Ce soir, je voulais remercier tout particulièrement ceux qui ont créé cette radio France Info. Je pense bien sûr à Jérôme Bellé et puis à toutes les équipes qui ont travaillé, les pionniers à cette époque de juin 87, et au président Roland Faure qui était à nos côtés il y a quelques jours et qui a eu cette magnifique idée. Et puis remercier toutes celles et tous ceux, journalistes, techniciens, qui au cours de cette belle aventure ont su faire de France Info la première, et toujours la première, radio d'information en continu. Et puis ce soir, je souhaitais aussi associer pleinement mes collègues et mes amis de l'audiovisuel public, Delphine Ernotte, Marie-Christine Saragosse, Laurent Vallée, qui ont permis, il y a maintenant presque un an, on fêtera les 1 an de France Info en tant qu'offre globale d'information, cette extraordinaire aventure autour du canal 27 de la TNT. Je le dis toujours parce qu'il y en a encore qui ne sont pas initiés ou initialisés, pour pouvoir faire effectivement cette offre du service public
une offre qui fait notre fierté, qui montre que le service public sait s'associer, sait porter des projets, sait se transformer au service de tous les publics. Donc merci aux équipes de France Télé, merci aux équipes de France 24, de l'INA, à celles de Radio France pour nous avoir permis en si peu de temps de faire aujourd'hui cette belle offre qui nous fait plaisir et qui va continuer à grandir. Merci Madame la Ministre de votre présence à nos côtés ce soir avant d'écouter le maître Jean-Michel Jarre que nous attendons tous. Merci, cher Mathieu. Je suis très émue et heureuse d'être là parce que dans une autre vie, j'étais de l'autre côté, j'étais derrière mon poste, j'écoutais et maintenant je rencontre les gens qui la font, les visages et c'est très émouvant. Voilà, je voulais donc, je suis heureuse d'être là pour les 30 ans. 30 ans, c'est vraiment important. C'est un peu l'âge de la maturité, comme on dit. Vous êtes la chaîne qu'on célèbre ce soir. Eh bien, c'est un véritable modèle de service public pour la culture. C'est un modèle d'innovation. Ça a été une chaîne pionnière, la première radio d'information créée il y a 100 ans. Et un modèle copié depuis par beaucoup d'autres. C'est toujours quand on est copié, c'est toujours qu'on est excellent. Un modèle qui a fait ses preuves, puisque 30 ans plus tard, comme vous le disiez, la chaîne se porte bien. Enfin ça, c'est moi qui le dis. Voilà, c'est vrai, je le sais. Mais 30 ans, cette capacité à se transformer continuellement et se moderniser pour relever les défis, il faut le souligner, avec notamment ce projet pionnier l'an dernier, porté avec d'autres sociétés des services publics, comme vous l'avez noté, pour la création du média global, France Info. C'est une véritable innovation, donc sur tous les supports, pouvoir TV, radio, Internet, créé par les quatre. Je peux reciter, évidemment, cher Mathieu Gallet, Delphine Ernotte, Laurent Vallet, Marie-Christine Saragosse, que je suis heureuse de retrouver. C'est un modèle de qualité et d'indépendance éditoriale, c'est important. Vous savez à quel point j'y suis attachée. C'est depuis 30 ans une mission d'information essentielle à la vie de notre démocratie. Et je veux saluer ici ce rôle irremplaçable joué par l'audiovisuel public. Mais je voulais avant dire que c'était une chose qui me frappe dans cette mission que vous avez menée, c'est ce travail sur le temps que vous prenez pour que l'information soit toujours vérifiée. Et je crois que ça, c'est un moment où c'est le scoop qui prime, où il y a l'espèce de vitesse à tout faire passer. Le fait que les informations soient vérifiées, triple-checkées, c'est ça, comme ça qu'on dit, je trouve que c'est vraiment important. Donc je veux saluer le rôle joué par l'audiovisuel public, en assumant sa mission première, la production d'une information indépendante et de qualité. Il contribue à la force et à la diversité du média français. Je serai évidemment, je vous le redis, attachée à défendre et promouvoir l'indépendance des médias et la diversité culturelle et le soutien à la création française que je m'attacherai aussi à défendre partout, pour tous, en Europe. Je vous souhaite une excellente soirée avec Jean-Michel Jarre que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai ce soir. Et je souhaite surtout, longue vie à France Info.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir Monsieur le Président, cher Mathieu. Bonsoir Jean-Michel. Nous on s'est déjà vu. Moi je le connaissais en vrai. Bonsoir, je suis très très heureux d'être ici. Et on va évidemment avoir l'occasion de nous expliquer pourquoi je suis aussi particulièrement content d'être ici. On va s'asseoir ou pas ? Si tu veux. Jean-Michel Jarre, l'avantage, c'est pas besoin de le présenter, mais je vais quand même le dire, il a vendu 80 millions de disques, il est connu dans le monde entier, il a fait des concerts géants et cette masterclass ce soir dans ce studio 104 de la Maison de la Radio. Et alors, c'est un studio que tu connais, mais depuis très 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 longtemps, avant même d'être connu, tu as travaillé ici. Oui, je peux dire que je suis un enfant du service public, puisque j'ai mes premiers pas en musique électronique ou électroacoustique. Je l'ai fait sous l'égide de Pierre Schaeffer et du groupe de recherche musicale et du GRM. Il y a le président de l'INA qui est ici, qui sait ce que je veux dire. C'était vraiment une époque où le service public... D'ailleurs, je ferai une première brève digression, Philippe, pour dire Attention, s'il y en a 10, je vais pas être content. Non, pour dire simplement que la musique électronique et électroacoustique doit beaucoup au service public. C'est vrai en Allemagne avec Stockhausen, c'est vrai avec les laboratoires de recherche de la BBC, et c'est évidemment vrai ici, à la Maison de la Radio. Pour les plus jeunes, c'était quoi le GRM en une phrase ? C'était le groupe de recherche musicale en une phrase. Et on faisait, alors en deux phrases quand même, parce que ça tu l'avais déjà dit. Alors, en deux phrases, c'est effectivement là où est né le concept de musique concrète, c'est-à-dire tous les DJ aujourd'hui du monde entier sont les petits-enfants ou arrière-petits-enfants du groupe de recherche musicale de Pierre Schaeffer en particulier, c'est-à-dire la première fois où on a commencé à concevoir la musique non pas seulement en termes de notes basées sur le solfège, mais en termes de son, et l'idée finalement de sortir dehors, d'aller enregistrer le son d'une voiture, le son de la pluie, le son du vent et d'en faire de la musique. C'était ça le groupe de recherche, et ça l'est toujours d'ailleurs. Alors même si vous ne connaissez pas les productions du GRM, il y a quelque chose que tout le monde connaît, car c'était la production d'ici du GRM qui était rentable. Leur grand succès, c'était les Shadocks. Alors, je pourrais être responsable du dernier son. Exactement. J'ai en fait travaillé avec Cohen Solal, qui était le compositeur en titre, mais à l'époque j'étais en culotte courte et on a travaillé sur ce mastodonte qu'étaient les Shadocks en termes de production. Et c'était d'ailleurs la seule manière que Schaeffer avait de justifier son budget à la fin de chaque année, qui était indéfendable. Et la seule chose qu'il avait, c'était les Shadocks. Et je trouve que les Shadocks sont quelque part assez en phase avec ce qu'est cette maison, c'est-à-dire avec le côté surréaliste et en même temps impertinent que se doit d'être tout service public. Et c'est une maison ronde. Alors on va parler de France Info. Le premier habillage, c'était il y a 30 ans, c'est l'anniversaire. Tout à l'heure, il y aura un pot et on reparlera et on fêtera ça. Mais le premier générique, si vous n'en souvenez pas, je vais vous le remettre dans les oreilles. Défense de rire, c'était celui-ci. Pas mal quand même, non ? On partait de loin. Mais oui, mais je pense qu'on peut vraiment applaudir parce que si on le remet dans le contexte, il y a un petit côté Dindam Dom aussi. Il y a cette espèce de côté très 80 qui a son charme. Non, mais c'est les paroles surtout qui surprennent maintenant. Oui, mais bon, c'est la musique. Moi, c'est ce qui m'intéressait au départ. Je vais parler de musique. Alors, juste un mot, c'était composé par Gérard Calvi, qui nous a quittés il y a quelques temps, et qui était le papa du journaliste Yves Calvi. Alors maintenant, c'est toi, Jean-Michel, désormais, qui a signé le nouvel habillage de France Info. Il est en place depuis la rentrée, c'est-à-dire depuis la rentrée de septembre. Tu l'as conçu en juin 2016. Comment tout ça a commencé ? Alors, tout ça a commencé par un appel d'offres dont je n'étais pas vraiment complètement au courant, donc ça s'est un peu tramé derrière mon dos. Et j'ai eu un premier rendez-vous ici, dans cette maison, avec à la fois les gens de la télévision et de la radio, puisque comme France Info, comme on le sait, France Info a 30 ans, mais la jeune chaîne télévision a 1 an, ou l'aura en septembre. Et donc, la première réunion que j'ai eue, c'était une réunion où il y avait à peu près une trentaine de personnes autour de la table, et il y avait moitié télévision et moitié gens de la radio. Ce sont, comme vous le savez, des tribus assez différentes. Parce que là, tel que vous le racontez, c'est un match de rugby 15 contre 15. Voilà. Et j'ai dû faire... Non, c'était pas... Mais en fait, j'ai fait un peu de thérapie de couple.
Et ça s'est assez bien passé, puisque je pense que le saltimbanque, en fait, un peu irresponsable que j'étais, a pu exprimer ce que finalement chacun avait envie de se dire à travers l'habillage, à travers la musique, à ce que ça devrait être. Donc on peut en parler maintenant, brièvement. Mais déjà, pourquoi vous avez dit oui? Parce que pour moi, c'était revenir à la maison d'une certaine manière. Donc j'avais pas le choix. Et c'était dans des conditions compliquées, puisque, comme vous le savez, les gens qui sont ici, qui travaillent ici le savent, les décisions prennent toujours un certain temps à la maison de la radio. Et entre le moment où on en a parlé et le moment où il fallait le faire, c'est passé pas mal de temps. Et notamment le fait que moi, je commençais ma tournée et qu'on ne pouvait pas commencer officiellement avant que le contrat ne soit signé. Donc il me restait à peu près une semaine ou 10 jours pour faire 10 jours exactement pour faire la totalité de la musique. Plus, si je suis bien informé, un premier cahier des charges de 120 pages à vous fader. Alors, en fait, avant d'arriver au cahier des charges, moi, ce qui me semblait important, parce que je suis un passionné de journalisme et d'info aussi, parallèle, c'était une des raisons supplémentaires pour lesquelles ça m'a tout à fait passionné de composer cette musique, c'était le fait au fond d'essayer de se dire une musique pour la radio et pour la télévision, finalement c'est un peu la même chose, ne doit pas être anxiogène, ça doit pas être non plus ça ne doit non plus faire pléonasme avec ce qui est avec l'information. Donc il y a un certain nombre de cases comme ça que j'ai remplies, un certain nombre de principes que j'ai énoncés, et du coup c'est ça qui je pense a fait qu'on s'est tous mis d'accord très très vite. Vous m'avez pas répondu. Vous avez lu les 120 pages du cahier des charges? Alors ensuite, à la suite de ça, on m'a donné un document de 120 pages, et au bout de la 3e page, je l'ai refermé et je ne l'ai en fait jamais lu. Et je me suis dit, si on me fait confiance et qu'on veut finalement que je fasse ce que je sais faire, et à partir de là, j'ai eu une réflexion globale, bien entendu, fondée sur les discussions qu'on avait eues préalablement, mais sans me dire, je vais être obligé de faire 120 modules en 10 jours, parce que ça, c'était pas possible. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait finalement, j'ai abordé ça comme une œuvre complète dans laquelle on pouvait aller faire de la spéléologie. Et les gens ici, et Étienne Guffroy et Bruno Carpentier et toute l'équipe ont fait un travail formidable après de pouvoir aller puiser en fait dans ce matériau que j'ai fait pendant les 10 jours, dans lequel on pouvait arriver à extraire les différents moments utiles à l'antenne. Alors, le matériau de base, on va l'entendre, casque, piolet, et on descend en spéléo, le premier thème. Ça, c'est une première maquette, en fait. Ça, c'est une maquette. Oui, alors, non, ça sonne bien pour une maquette. Hein. Alors en fait, oui, mais la sono est bonne ici. Ouais. Donc, l'idée était à la fois donc d'arriver à garder ce côté, d'avoir un côté mélodique mémorisable, que d'autre part, on sente justement ce côté électronique et disons lié à l'époque, lié à aujourd'hui. Sur le plan sonore, et puis en même temps, j'ai opté très vite pour que les thèmes soient joués aux cordes, puisqu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais que c'était dans le cahier des charges, mais je dirais presque que c'était dans mon propre cahier des charges. C'était aussi le souhait d'impliquer l'orchestre de Radio France, qui est un des meilleurs orchestres d'Europe, et de pouvoir justement faire en sorte qu'il soit impliqué au quotidien dans la musique qui va être l'ADN de la maison. Ça me semblait extrêmement important. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai opté très rapidement, non pas pour que les thèmes soient faits avec synthé ou n'importe quel autre instrument, mais avec des cordes pour pouvoir justement ensuite travailler avec eux et travailler avec l'orchestre. Autre déclinaison du thème. Ce qu'on entend, c'est les cordes. Alors oui, en fait, ce qu'on entend là, ce sont les déclinaisons du premier thème sur lequel nous sommes arrivés.
et qui est le thème principal, bien entendu, que les gens qui écoutent France Info, c'est-à-dire nous tous, connaissons déjà bien. Question pour les musiciens, c'est en majeur, c'est en mineur, c'est les deux. Est-ce qu'il y avait des choses interdites ? Alors, moi, je me suis d'abord, avant tout, comme je voyage pas mal, j'avais écouté pas mal et j'ai réécouté pas mal de chaînes et d'habillage sonore de chaînes américaines ou de chaînes européennes. Et celle qui me paraissait une des plus intéressantes, c'est la BBC, et qui avait cette espèce de top toutes les qui tape la secondes, seconde. et qui est évidemment très pratique pour tous les gens de radio et de télévision. Et donc je suis parti de ce principe, c'est-à-dire que d'avoir d'abord un tempo qui soit à 120 ou à 60, ça c'était les premiers morceaux qui permettaient évidemment de pouvoir se retrouver en permanence précisément sur le plan du temps. Et en ce qui concerne le majeur et le mineur, j'aurais envie de te dire les deux, mon capitaine. C'est-à-dire, en fait, il faut arriver à jongler entre le côté positif martial de bonnes nouvelles et puis le côté plus sombre et plus dark de choses plus dramatiques. Donc, en fait, la plupart du temps, j'ai navigué entre les deux. Alors, j'ai découvert des choses en préparant cet entretien, c'est qu'il y a un thème qui est le thème de la demi-heure. Tu parlais des tops sonores, on va l'entendre. Alors je souris parce que j'entends pas la demi-heure comme ça. Alors en fait, je suis parti de l'idée en fait, que quand on écoute les demi-heures dans les églises de village, c'est toujours évidemment beaucoup moins développé que l'heure. C'est la raison pour laquelle le thème est beaucoup moins développé, mais il y a toujours cette tension qu'on retrouve de la seconde qui était utile. Et ça, c'était une demande qui m'avait été faite alors, directement et des gens de radio et des gens de télévision. C'est qui voulaient avoir une sorte de repères sonores pour les demi-heures. Alors après, ce que je signale, c'est que on va en parler, mais tout ce qu'on est en train de se dire, c'est moi ce que j'avais en tête après, justement, ceux qui étaient chargés de toute la partie éditoriale des journées ont ensuite transformé. C'est-à-dire que ce qui était la demi-heure a pu devenir autre chose. Ah, c'était un peu le sens de ma question. Alors, il y a des génériques, il y a des séquences que tout le monde connaît. La plus connue, télé, radio, la météo. Moi, je vois déjà les nuages qui avancent, qu'on voit sur le canal 27 et l'habillage de la météo. Vous l'avez fait par beau temps, par mauvais temps ? Je l'ai fait, en fait, à un moment d'inondation complète pour couronner le tout. J'avais seulement 10 jours pour faire ça, mais en plus, si vous vous souvenez, en juin 2016, il y a eu une énorme crue de la Seine, et moi, mon studio est à l'extérieur de Paris, et au bord de la Seine, et on était entouré d'eau, avec même les pompiers qui sont venus couper l'électricité au milieu de la semaine. Donc, il y avait une certaine tension, c'est le cas de le dire, qui s'est installée dans le studio. Et donc, c'était à ce moment-là. Là, je suis parti vraiment de l'idée de... moi, ce que j'aime bien dans la météo, c'est les nuages qui se déplacent, là, cette espèce de côté... il y a toujours les anticyclones, les fameux anticyclones des Açores qui se baladent comme ça. Il y avait donc cette espèce de côté un peu mobile qui me paraissait intéressant à évoquer. Et puis, en même temps, le fait que quand il fait beau, on attend toujours l'éclaircie. Donc, il ne faut pas que ça soit non plus trop plombant. Alors, beaucoup plus, je vais le dire, couillu. Le générique des sports. Là, ça bastonne. Là, c'est un peu lutte, garçon, en plus de 150 kilos. Oui, alors... En même temps, ce qu'on écoute, bien entendu, parce c'est un exercice toujours un peu compliqué de faire écouter un habillage sonore complet. Toute cette partie-là, c'est une séquence qui est assez longue dans laquelle il y a des parties mélodiques. Là, c'est simplement le début qui est utilisé souvent à l'antenne. Et moi, j'avais envie de
de favoriser le ralenti. C'est-à-dire que quand on voit beaucoup de chaînes, les rubriques sportives de beaucoup de chaînes, il y a toujours cette espèce de côté un peu surexcité. Et je trouvais que c'était beaucoup plus fort de jouer l'inverse et de pouvoir, notamment pour quand on est à l'image, mais c'est vrai aussi pour la radio, c'est-à-dire de sentir l'effort et d'avoir finalement un tempo qui soit un peu plus lourd et qui appelle le ralenti. Il n'y a rien de plus beau que les sportifs au ralenti. On en abuse à la télévision, mais c'est ce que je voulais évoquer dans la musique. Alors là, je voudrais faire entendre une musique que j'aime beaucoup et je suis enchanté puisque j'arrête pas de l'entendre. C'est, pardon de parler de moi, c'est le générique de Tout et son contraire que j'entends tous les matins à 8h25. Et alors, un, je l'adore, mais deux, on dirait, c'est vraiment tout et son contraire. Il est à la fois masculin et féminin. Il est à la fois péchu, il est à la fois fin. C'est un hasard, c'est bien tombé, ça m'est tombé dessus ou ça avait été pensé? Non, c'est ce qui est intéressant à France Info, c'est aussi c'est l'anti-CNN, la télévision d'ailleurs, mais aussi la radio. C'est-à-dire qu'il y a une grande diversité dans les moments. Que ce soit la nuit, le jour, on aura l'occasion d'en parler, mais aussi il y a des rubriques, et puis il y a des rubriques qui me tiennent plus à cœur que d'autres, et celle-ci, indépendamment du fait qu'il est là, c'est effectivement ce qu'a dit Philippe pour me couper les faits, c'est qu'effectivement il y a un côté masculin et féminin qui est lié aux invités que tu as, et puis cette espèce de côté un peu justement qui est à la fois très, je dirais très, très, très léger, et en même temps avec une rythmique qui est plus couillue, si je puis dire. Tu parlais des moments de la journée. Que seulement en streaming, on peut. Tu parlais des moments de la journée. Il y a un générique de nuit. Je viens de la voir, ça me rappelle Folon, la fin des programmes avec les bonhommes, avec les bras comme ça. Et c'est presque le petit matin, c'est la fin de nuit bien fracassée. Alors en fait, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, l'idée de ce morceau, et puis en plus, il faut dire que encore une fois, il y a eu beaucoup de musique qui a été faite et ça, c'était mon idée de la nuit. Mais en fait, quand on a commencé à travailler, quand les gens ici ont commencé à travailler sur les différentes parties, évidemment, ils sont allés puiser d'autres choses dans ce que j'avais fait. Mais moi, souvent, j'écoute France Info quand je rentre du studio. Je suis à l'ouest de Paris. Et quand je rentre chez moi, il est 4-5 heures du matin. Et donc, j'écoute France Info à ce moment-là. Et il y a justement ce côté-là, ce côté, comme tu le disais, de fin de chaîne, alors que c'est une chaîne qui ne s'arrête jamais, France Info. Il y a cette espèce de côté un peu ralenti ou endormi. Et c'est ça que j'avais envie d'évoquer. Je précise qu'on n'a pas préparé du tout. C'est-à-dire que je viens de te le dire seulement à l'instant, le Folon. Et je ne savais pas que ça allait tomber juste. Alors il y a aussi, le générique des faits divers. Lui, pour le coup, il est anxiogène. Tu sens que tu es en garde à vue, que tu ne vas pas sortir tout de suite. Mais tout dépend encore une fois de ce qu'on dit. Mais c'est des faits divers. Tout dépend de ce qu'on dit. Puis moi, j'adore les faits divers. Ouais. Et je trouve justement, France Info intègre les faits divers dans sa ligne éditoriale, ce qui n'est pas non plus le cas, que ce soit à la télévision ou à la radio, encore une fois. C'est pas le cas chez beaucoup de confrères ou d'autres chaînes, et je trouve que c'est intéressant. Et donc du coup, j'en ai fait plusieurs des faits divers. Pour moi, après ils font ce qu'ils voudront, s'ils les utiliseront pas, mais c'était quelque chose qui m'intéressait bien, ça. Alors vous allez voir, il y a aussi des inédits, des choses qui ne sont pas passées ou pas encore passées ou qui peut-être ne passeront jamais. Il y a le générique Curiosité. Alors on l'écoute et après j'ai une question pour Jean-Michel. Le générique Curiosité. C'est vrai qu'il est curieux. C'était le but. C'est réussi. Alors,
j'ai fait comme ça certaines choses qui ne m'étaient pas demandées, puisque je ne savais même pas si ça m'était demandé, puisque je n'avais pas lu non plus complètement tout ce qu'on me demandait. Ouais. Et donc, du coup, ça me paraissait intéressant d'avoir des choses qui soient un peu inattendues. Et c'était le but de ce genre de petits modules. Le plus difficile, c'est le générique culture, puisque la musique est de la culture, et la culture, c'est parfois de la musique culture. Alors là, c'est moi ou est-ce qu'on est parti en Chine ou au Japon? Oui, alors je voudrais rassurer la ministre de la Culture. Pour moi, la culture n'est pas seulement la culture d'Extrême-Orient, mais en fait, la culture, c'est aussi le métissage. Et il y a plusieurs modules où j'intègre à la fois des sons africains ou des sons de différents continents, mais sans tomber non plus dans ce qu'on appelle la world music. Parce que ça me paraît... ça me paraissait pas du tout convenir par rapport à France Info. Mais au contraire d'intégrer de garder quand même un petit côté Shadok quand même. Ouais. Par rapport à la culture, ça me paraissait quand même essentiel. Non, mais là, je me suis dit que vous étiez fait livrer des sushis. Récemment. Alors, il y a aussi un générique. J'aime beaucoup ce terme. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Lui, c'est Jean-Michel Jarre. C'est le générique officiel. Et là, on sent bien le côté martial. On se croirait à la cour des Invalides avec le chef d'état-major et que ça rigole pas. Oui, et en même temps, je voulais qu'il y ait un petit côté kubrickien, le côté un peu Orange Mécanique, c'est-à-dire en même temps, il y a il y a ce côté qui peut être officiel et martial, mais en même temps décalé sur le plan sonore, qui fait que moi, je trouve que c'est une des caractéristiques de France Info et du service public en général, c'est l'art de pouvoir manier la pertinence avec impertinence ou avec une certaine impertinence. Et je pense que c'est très important de garder ça dans le contexte sonore. Je pense que c'est extrêmement important. C'est ce qui fait que l'intérêt du service public, on n'en parle pas assez, mais l'innovation est toujours venue du service public à la radio et à la télévision, toujours. Je dirais presque toujours, mais c'est vrai. Et il y a justement cette espèce de côté. On reparle et on reparle des Shadok, mais tu as tout à fait bien fait de commencer cette conversation avec les Shadok, parce que je trouve qu'il y a ce côté-là, et ce côté à la fois surréaliste, poétique et en même temps sérieux et professionnel, quoi. Alors, il y a aussi les virgules. J'ai oublié de vous dire quelque chose. D'abord, il faut couper les portables, mais avant de les couper, il faut s'abonner à l'appli France Info, qui ne cesse d'avoir du succès. Pourquoi je vous en parle? Parce que ceux qui ont déjà l'appli France Info ont des virgules qu'on appelle des push ou des alertes. Et tu as aussi conçu ces sons-là qu'on a dans le portable. C'était quoi le cahier des charges? Alors ça, c'est la partie la plus compliquée, parce qu'en fait, il faut ce qu'on appelle la virgule, c'est ce qui va au fond être ce qui va être le repère sonore de la chaîne. Donc c'est à la limite ce qu'il y a de plus important, parce que c'est ça qui va immédiatement servir de repère audio immédiat pour qu'il y ait une reconnaissance immédiate de la chaîne. Donc c'est le plus compliqué. Il faut que ça soit un peu le tube finalement de la radio. Je t'interromps parce que là le temps est compté. On va entendre la première, on va entendre les déclinaisons. On n'est pas dans le bus, on n'est pas dans le métro, mais tout d'un coup il y a un gars à côté de vous et son portable fait ceci. Alors ça a l'air de rien, mais c'est le truc le plus dur à faire. Ça veut dire que l'affaire Grégory vient de repartir. Voilà. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Exactement. Et alors donc, ce qui est le plus surprenant, c'est effectivement, comme tu le disais, d'entendre ça, ce qui me poursuit finalement en voiture, dans le bus, dans le métro, et puis aussi à l'extérieur de France. Parce que on le retrouve partout, et donc de ce point de vue-là, je pense que c'est réussi quand avec 4 notes on arrive finalement à symboliser
l'état d'esprit d'une radio. J'espère y être arrivé, et d'une télévision également, bien sûr. Alors moi qui ai eu la chance de voir, parce qu'il a un ordinateur avec des fichiers et des sons partout, il y a aussi, elle risque d'arriver un jour, la virgule perc. Perc, c'est percolateur. Non, percussion, mais c'est la même, la même idée. Mais en fait, à la radio, à la télévision, on a besoin, et vous avez besoin, vous les gens de radio et de télévision, de pouvoir ponctuer en permanence une séquence ou une autre. Donc j'ai fait un tas de déclinaisons différentes pour ne pas retomber toujours sur la même, mais j'ai fait une douzaine ou une quinzaine de déclinaisons différentes à partir de la première. On va en entendre deux. Il y a la virgule nuit. Plus nocturne. J'adore cet écho. Et alors celle-ci, je ne sais pas pourquoi elle est numérotée comme ça, la virgule C. Oui, parce qu'elle venait en 3e position dans le classement. T'imagines le D après. Alors il a aussi, alors quand même, Jean-Michel Jarre a conçu un truc dingue, parce que toute la radio n'est que faite de transition, puisque France Info tourne, avance et passe d'un sujet à l'autre, et pas seulement dans tout et son contraire, mais vous avez aussi conçu des transitions. C'est quoi une transition ? J'en avais aucune idée. C'est-à-dire qu'en fait, on ne me l'a pas du tout demandé, mais ça me paraissait justement important d'arriver à faire des petits modules de 3-4 secondes qui puissent justement faire passer qui soit une vraie transition entre deux autres plus longues, mais enfin entre deux séquences en tout cas. On n'a rien compris, mais on écoute. Je pense que c'était assez clair quand même. Vous avez bien senti la transition, hein ? Eh ben non, on ne change pas de sujet, parce qu'il y a aussi des transitions sur lesquelles on peut parler. Exemple. Voilà, et on peut presque parler là-dessus, parce qu'il faut dire que tous ces sons, tout votre habillage est conçu comme une panoplie, un couteau suisse, on peut s'en servir un petit peu comme on veut, et il y a ce que vous appelez des déroulants, nous des tapis, ou aussi des beds. Le bed, c'est on se couche dessus. Comme le tapis. Non, le tapis, on marche dessus. Oui. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais... Ça dépend. Mais en fait, tout ça c'est la même chose. De toute façon, on se repose d'une manière ou d'une autre sur un tapis ou sur un lit. Et effectivement, c'est ces fameux, ce qu'on appelle des déroulants aussi. C'est-à-dire, ça c'était une demande très précise qui était faite et par la radio et par la télévision. C'est-à-dire de pouvoir avoir des morceaux plus développés de 2 ou 3 minutes sur lesquels... les journalistes peuvent parler ou qui peuvent permettre aussi de faire ce qu'ils veulent, au fond. Je vais faire un compliment. À l'usage, on peut donner dessus des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles avec la même musique. Écoutez, celle-ci s'appelle la variation 1. Et alors, ça peut fonctionner dans les deux sens. On peut dire, en football, une victoire de la France 3-0 contre le Brésil. Les Champs-Élysées sont en liesse. Mais on peut aussi dire, en football, défaite du PSG à Barcelone, 6-2, le président a démissionné. Et ça marche dans les deux cas, c'est quand même assez incroyable. C'était ça, l'idée de ne pas être trop anxiogène, Ouais. ni trop enthousiaste non plus. Et alors là, je dois dire que tous ces morceaux qui sont en fait les morceaux les plus développés que j'ai dû faire, ont été... j'ai beaucoup pensé à l'Orchestre de Radio France en les composant et en les faisant, d'avoir justement cette espèce de côté concertant dans lesquels on a plus de temps pour que l'orchestre puisse exprimer, mais tout toujours en gardant, comme on vient de l'entendre, les virgules et les repères qui sont les repères sonores de la chaîne. Et puis, il y a des nouveautés qu'on va entendre à la rentrée. Celle-ci me laisse sans voix, elle s'appelle Sport et Culture. Alors là, on se dit, sport et culture, c'est quoi? C'est Heidegger qui fait du beach volley? Oui, on peut être sportif et aimer la culture. On peut effectivement être cultivé et faire de la gymnastique. Non, mais dans Donc, votre esprit, ça va dans les deux sens. Ça habille aussi bien... Non, mais ce qui est bizarre, je vais te dire, ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé à me dire comment je pourrais illustrer une séquence qui soit liée à la culture ou liée au sport, très souvent, je suis revenu à peu près au même genre d'ambiance. Et j'en ai décliné pas mal comme ça, parce qu'en fait, ça marche dans les deux cas. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ça marche. Il y a une bed qui s'appelle événement. Voici le bed événement.
On a le droit de parler dessus? Mais Parce que chez nous, les journalistes parlent dessus, mais avec toi, quand t'as le créateur à côté, t'as pas envie de parler, de te faire engueuler. Bah, c'est vrai, mon espoir ultime, évidemment, c'est que les journalistes ne parlent plus quand la musique passe, forcément. Et il y a aussi un bed, il y a le bed des news. Voilà, on est presque dans le pléonasme, c'est quand il y a une grosse news, on y va. Mais sauf que... Ouais. Et là, on remarque que dans les nouveautés, dans les nouveaux génériques qui vont arriver, ça s'accélère. On n'est pas dans le zouk, mais quand même, on avance. Non, on reste toujours dans le même tempo, même si je dois dire que par rapport à ce que j'ai tout à l'heure sur le tempo de 60 ou 120, c'est-à-dire une déclinaison de la seconde, j'ai quand même fait un certain nombre de morceaux, sinon c'est un peu monotone. J'ai composé sur des tempos différents. Mais en fait, après concertation pour 2017, moi j'avais très envie d'avoir des morceaux et un habillage qui évolue vers des choses plus rythmiques et plus dynamiques. Et on est tous tombés d'accord là-dessus, donc je me suis pas mal lâché sur les dernières compositions. Et maintenant, c'est effectivement à l'équipe ici qui sont en plein boulot, justement, d'aller faire ce travail. J'aime bien l'idée de spéléologie. J'aimais beaucoup cette idée, puisque finalement l'information, c'est ça aussi, c'est d'aller chercher, d'aller creuser dans le bruit extérieur, les informations qui sont pertinentes ou pas. J'aimais bien cette idée de pouvoir avoir une sorte de grand terreau comme ça, sonore, dans lequel on puisse puiser au gré des besoins. Alors, il n'y a pas que du son, il y a aussi l'image, puisque tu as aussi conçu l'habillage de la télé. Je le rappelle, c'est le canal 27 de la TNT. Et là, il y avait des éléments visuels pour t'aider. Comment tu as travaillé? Alors, en fait, j'avais réellement 10 jours pour faire tout ça. Et les gens de la télé étaient un peu à la bourre. Et ils m'ont livré un visuel seulement au bout de 5 jours. Et donc, j'étais totalement affolé, parce que quand j'ai vu l'habillage que j'ai trouvé absolument sublime, je me suis dit, j'espère que tout ça va coller. Et à partir de là, j'ai les 5 jours et 5 nuits, je me suis en fait passé la boucle que vous allez voir, jour et nuit, même quand je dormais, puisque je dormais au studio, parce que il fallait vraiment que je termine, je repartais en tournée. Et en fait, j'ai passé et j'ai tout fait, pratiquement toute la musique, en ayant cette boucle de manière comme une sorte de mantra visuel devant moi. Si on peut lancer la boucle pendant que Jean-Michel parle, pour qu'on voit ce qu'il voyait, voilà comment il travaillait. Donc tu étais comme ça, tu avais ça devant le nez, et tu étais sur tes synthés et tes ordinateurs. Et je me suis aperçu que tout ce que j'étais en train de faire, finalement, fonctionnait plutôt bien, ce que j'avais fait. Donc ça, c'était une bonne surprise. Et surtout que ce que j'ai fait à partir de là, je l'ai vraiment collé, pas seulement sur le plan du rythmique, mais ce que j'aime énormément dans cet habillage, à mon avis, c'est un des plus beaux habillages de news au monde qui existe aujourd'hui. Et c'est cette espèce de mariage entre des couleurs assez fraîches et en même temps un graphisme qui est assez angulaire. Et donc il y a encore ce côté, cet oxymore en fait, qui me plaît beaucoup. Et donc ça m'a beaucoup aidé, ça. Et là on y vient, vous avez travaillé, enregistré avec les cordes de l'orchestre de Radio France. Donc c'était ici, c'était dans l'auditorium à côté? C'était de l'auditorium ici, le grand auditorium. Et je dois dire que ça a été un plaisir, un honneur de travailler avec l'orchestre. Et pour moi, dès le départ, comme je le disais tout à l'heure, c'était très important, indépendamment du cahier des charges, puisque déontologiquement, c'était quand même ça allait de soi. Mais pour moi, c'était très très important d'impliquer les musiciens de la maison. Sont des gens qui sont extraordinairement talentueux, ça tout le monde le sait, mais en même temps, je trouve que c'était intéressant que finalement, chaque jour, quand on ouvre son poste de radio ou sa télé ou qu'on écoute son smartphone, finalement que l'orchestre de Radio France soit présent à chaque instant. Alors il y a un petit making-of qui a été fait. Je laisse 30 secondes, le temps qu'on cale l'image, et vous allez voir comment ça s'est passé. Jarre avec l'orchestre de Radio France, c'était il y a quelques mois. Ça va arriver.
C'est impressionnant, hein? Bon, alors, merci pour eux, parce que, en fait, on parle de cordes depuis le début. J'ai oublié quelque chose qui me paraît très important, c'est qu'en fait, j'ai délibérément évité tout ce qui était cuivre et percussion, pour justement se détacher de la plupart des chaînes de news qui utilisent cette espèce de côté un peu grandiloquent, le côté un peu Star Wars, qui je pense, n'était pas du tout adapté en fait avec ce dont j'avais envie, mais je crois que ce qui correspondait à la chaîne aussi. Et justement, le fait d'avoir uniquement cette patte sonore des cordes lui donne un côté assez intemporel et qui à tout l'ensemble qui est formidable. Et je dois dire que ça a été un vrai plaisir de travailler avec donc les 60 cordes de l'orchestre ici. C'est un vrai plaisir. Question que j'ai complètement oubliée, la question que tout le monde se pose, c'était bien payé ou c'était très bien payé? Alors en fait, alors je vais vous dire, c'était très mal payé. J'en profite pour le dire ici. Tu fais rire tout le monde, très, hein. très mal payé. Et en fait, on m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est très mal payé, mais les droits vont être vraiment importants. Donc il faut que je revienne l'année prochaine pour vous le dire, parce que j'ai rien touché encore. Il y a le président de la SACEM qui est ici. S'il peut se dépêcher un peu, ça me ferait vraiment plaisir. Jean-Noël, si tu peux faire quelque chose pour que je puisse répondre à Philippe et que ce soit de préférence une bonne nouvelle pour nous tous. Je savais pas qu'il était là. Là encore, je savais pas du tout. J'aimerais bien qu'on entende le bête 4, parce que j'ai une question à poser à Jean-Michel. Et je peux parler en même temps qu'on entend ce tapis. Ça, c'est le dernier album de Jean-Michel Jarre. Il s'appelle Electronica 2. Il y a beaucoup de gens qui ont été avec toi. Je vais citer les Pet Shop Boys, Jeff Mills, Cyndi Lauper, Gary Numan, Hans Zimmer, le groupe Yellow, The Orb, Sébastien Tellier, Christophe, et le dernier nom, ici, sur le petit autocollant jaune, c'est Edward Snowden. Snowden, c'est le lanceur d'alerte, ça nous intéresse beaucoup ici à Info, lanceur d'alerte qui avait révélé l'affaire d'espionnage des citoyens par la NSA. Pourquoi lui? Qu'est-ce qui t'a touché dans son histoire? Alors en fait, très brièvement, Electronica, c'est un projet qui est un des thèmes récurrents de cet album, c'est le rapport ambigu qu'on a avec la technologie. C'est qu'on sait qu'on a le monde dans sa poche grâce à son smartphone et grâce à France Info. Et en même temps, on sait qu'on est observé et espionné dans le monde entier. Et donc, c'est un des thèmes de l'album. Et quand j'ai entendu pour la première fois parler d'Edward Snowden, il m'a fait penser à ma mère, qui était une grande résistance, paradoxalement, qui était une grande résistante pendant la guerre. Et d'ailleurs, je dois dire, j'ai fait une petite parenthèse pour dire à quel point j'ai été très touché par les obsèques de Simone Veil aujourd'hui, parce que ça m'a évidemment rappelé totalement le parcours de ma mère, qui a eu pratiquement le même. Mais c'est une résistante qui a commencé début 41 et qui m'a élevé avec cette idée que quand le pouvoir en place génère des actions, des idéaux qui peuvent nuire à la communauté, il faut qu'un certain nombre d'entre nous se lèvent et résistent. Et au fond, elle m'a élevé avec cette idée. Et quand j'ai entendu Edward Snowden, jeune américain de 27 ans à l'époque, tenir le même discours, j'ai eu envie de me rapprocher de lui et de me dire, au fond, ça serait intéressant, non, parce que c'est pas un artiste. Comme il le dit lui-même, je suis un espion, un ingénieur, je ne suis pas un artiste, mais d'essayer de faire un petit bout de chemin musical avec lui. Je lui ai proposé une collaboration et je suis allé à Moscou pour le voir, pour mettre au point et composer ce morceau et lui proposer donc à la fois de pouvoir qu'il participe dans ce morceau, c'est-à-dire au fond d'enregistrer quelques phrases résumant les raisons pour lesquelles il a fait ce qu'il a fait, et puis en même temps de le filmer. Il dit un texte, le texte est de lui ou de toi? Il est de lui, bien entendu. Et alors, là, tu reviens d'une grosse tournée qui est passée par les États-Unis. Là-bas, c'est tout juste si les gens ne souhaiteraient pas le pendre. En tout cas, certains voudraient bien le supprimer. Est-ce que ça t'a posé des problèmes pour la promotion, pour les concerts, pour les ventes de disques, d'avoir Snowden dans tes bagages, si j'ose dire? Non, pas du tout. Je pensais, notamment dans l'Amérique profonde, qu'un des concerts de la tournée était dans le Colorado, à Denver par exemple, ou dans l'Amérique plus profonde. Je pensais que les réactions pourraient être en tout cas diverses, et j'étais extrêmement surpris de voir à quel point... alors c'est peut-être le phénomène anti-Trump qui certainement joue, mais il y a une empathie aujourd'hui pour Edward Snowden et pour les lanceurs d'alerte en général, à laquelle je ne m'attendais pas. Ce n'était pas le cas il y a 2 ans. Moi, quand l'album est sorti, ce n'était même pas le cas il y a l'année dernière. Je me souviens d'avoir eu une interview assez chaude avec un journaliste américain
en disant mais comment vous pouvez faire ça, c'est un traître, etc. Et donc on a eu toute une discussion. Et effectivement, c'est bien entendu tout le contraire pour moi et j'espère pour vous. Pour qu'on ait une idée d'à quoi ressemblent les concerts de Jean-Michel Jarre, tant est qu'on puisse les résumer en quelques secondes, et que fait Edward Snowden dans ce dispositif, un très très court extrait. Technology can actually increase privacy. The question is, why are our private details that are transmitted online, why are private details stored in our personal devices any different than the details in our private journals? And if you don't stand up for it, then who will? And if you don't stand up for it, then who will? And if you don't stand up for it, then who will? C'est qu'un extrait, hein. On peut applaudir. Imaginez en entier, avec le son de Bercy. Juste un mot, il est enroué ou tu as mis des effets sonores? Non, forcément, il fallait théâtraliser sa voix et la trafiquer un peu pour qu'elle rentre dans l'idée d'un morceau qui n'était pas juste d'un seul coup, il venait délivrer un texte de cette manière-là, donc il fallait le rendre plus poétique à mon sens. Et on avait décidé tous les deux que ce morceau devait être assez violent, comme vous avez pu l'entendre, pour à la fois symboliser cette espèce de quête obsessive, obsessionnelle que nous avons tous pour la recherche de plus en plus d'informations et de big data sur Internet, et en même temps aussi cette quête, cette chasse à l'homme plutôt que les trois organisations les plus puissantes du monde, que sont le FBI, la NSA et la CIA, ont mené et mènent toujours d'une certaine manière contre un seul jeune homme qui a juste eu le mérite finalement de dire tout haut ce que nous ne savions pas, même tout bas. Alors là, c'était enregistré, et quand tu allais d'un pays à l'autre, tu changeais évidemment le sous-titre. Exactement, et donc j'ai commencé cette tournée justement au moment où je faisais la musique de France Info, et j'en suis maintenant à peu près à 70 ou 80 concerts, et chaque soir, Edward Snowden est avec nous et est avec moi, et je pense que c'était un très joli moyen d'arriver à justement faire partager ses convictions et de pouvoir à un public qui s'intéresse déjà à ce que vous dites, donc qui a une écoute plus intéressée, plus développée, de pouvoir justement lui donner la possibilité de s'exprimer. Et là, Jean-Michel Jarre a une surprise pour nous. Je la lance pas comme ça. J'envoie d'abord le jingle Priorité. Priorité au direct. Il n'est pas enregistré. Si tout marche bien, Edward Snowden va être avec nous maintenant, à l'instant, en direct de Moscou. So good evening, thank you. Good evening, bonsoir Edward, and thank you for joining us. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Philippe. Hi Edward. Bonsoir. Thank you for joining us. I mean, as we said... J'ai une petite question avant. Yeah. Edward, where are you talking from? I'm speaking from Moscow now. You know, that's kind of... When people ask this, that's the obvious, the lazy answer. But I think what's interesting about this is that exile, I'm entering my 4th year now where I can't return home to my country and I can't travel anywhere else, despite continuing efforts. Technology is giving us the capability and almost not only the capability, but pressuring us to diffuse ourselves more and more with each passing year into the internet. So when people ask me, you know, where I live, where I am, every night, you know, I put my head on a pillow in Moscow, but I spend my days, I wake up, my hours are spent all around the world like I am with you now. So
over the past few months, we have shared some passionate conversations, and I'm really grateful that you accepted my invitation to be with us this evening. And I wanted just to ask you 2 or 3 questions, because we don't have the whole night, unfortunately. But first of all, in October 2015, the European Parliament adopted a resolution urging the 28 member states of the European Union to recognize you and Edward as a whistleblower and international human rights defender and protect you. These resolutions call on dropping any criminal charges against you and granting you protection and prevent extradition by third parties, which was a very good news in principle. But then, since then, no European member state took action, and you remain in Russia. It seems that we live in a world punishing more people like you, revealing crimes and corruption, than the criminals themselves. Beyond your personal situation, what is your opinion about the protection of whistleblowers? There is this growing theme of retaliation against people who speak up. We've seen in the United States, even people who haven't spoken up recently, but they worked for the security services, they had access to secret information, and it was suspected that they might speak to journalists, or they were in a position where they could speak to journalists. These people were secretly arrested, and the newspapers didn't even know they had disappeared until a month or more after their arrest. And these people still haven't gone through trial. They're waiting on the process today. This is at least one case. And we see this happening with people who work for corporations, too, in different ways. We've seen people talking about tax evasion, people sourcing journalism like the Panama Papers, that showed there was corruption in government officials in Russia, but also in countries like Iceland, also in South America, even people throughout Europe, right? And when we ask, what's going on with whistleblowers? Why is there this almost incomprehensible level of retaliation? Not specifically in my case, although that's just a prominent example everyone knows, but in all of these cases, we have to answer that question of why, and we have to decide, is this right? I believe this is ultimately about control, right? No matter where we stand on a political issue, no matter where we stand on a given question or controversy, we need to accept, we need to agree at least that all governments, open societies, free societies, democracies, derive their legitimacy from a single principle, and that is the consent of the governed. But that consent is only meaningful if it's informed, right? If when we cast our vote, we know what we're getting. If when the government is enacting a policy, if they're carrying out a program, they know it has the public support because these things are known, right? And this is unfortunately becoming uncomfortable for corporations, for governments. And we see our traditional models of oversight have begun to sort of fail in new ways. So there's a new growing centralization of power in government agencies, in institutions, or again, in private corporations, that is not being matched by public influence, by some sort of civil society measure to counteract that. The only thing that we have that is still a meaningful check today is the press, right? A real media. If we don't have that, if we just have PR agencies, we have truly lost control of our civilizations. Yes, talking about the press and information, actually, you know that today we are celebrating the 30th anniversary of one of the major news media in France. And you are today the president of the Press Foundation. We both agree that the independence of the media and transparent journalism is most important, whether faced by governments or corporates. And also we know today it's more and more difficult to get access to true sources.
Would you like to share your thoughts on this? I would. First, désolé, je parle seulement un petit peu de français, mais permettez-moi, s'il vous plaît, de vous dire bon anniversaire, France Info. Beyond that, thank you. Merci. When we look at the actual question, all of this clash of control, right? What is it that makes the government? What is it that makes these corporations avoid this oversight? It is about power. It is about influence, right? You get back to that point of control, but what does that actually mean in real terms? When we have a real press, a genuinely adversarial press, a skeptical press, one that owes power nothing, this is the heartbeat of a free society, right? Le bâtiment de société libre. If we don't have that, we don't have anything. And this is why in every country, in every time, when things begin to slide away from public control, dictators, people who have done wrong, go after the press. They go after journalists. They say that the newspapers are the enemy of the people. They say that the truth is the enemy of the people. And I'm sorry to say it, but this is happening, unfortunately, in my country, right? One of what traditionally in the last century we would consider to have been the larger cornerstones protecting these values. This is becoming endangered. And we need journalists more than ever, not just to investigate, right? Not just to report stories, and certainly not merely to entertain, but to actually challenge power, to find the most difficult truths about the people with the most influence over society, and to make them answer to the public. They have to have the voice that reaches power when the public's is too quiet to be heard. So, as you know, we are a bit short of time, and I just would like to ask you one last quick question. France has always been attached to the value of human rights, and do you think France has a role to play today, and which one? Apart of course, welcoming you tomorrow morning. Well, that would be nice. The last president of France, unfortunately, did not respond when I petitioned for asylum in the airport. Yes, and also you are improving your French every day with us. Yeah. No, I haven't practiced in a long time, except for this. But yes, unequivocally, yes. What we see happening in the United States, right, is being mirrored in the other great powers in the world. The United Kingdom passed the most extensive and oppressive surveillance law in the history of Western society last year. They are, of course, leaving the European Union, and one of the justifications that they give for this is they say they don't want to be party to the European Court of Justice, the European Court of Human Rights. They want to do away with the Human Rights Act. In Russia, we've seen oppressive new laws, which, most people would go, okay, it's Russia, no surprise there. But for Russian people, this is a serious threat, right? What's called the Yarovaya Paket. It's a new surveillance law. Russians are calling it the Big Brother law. And if they call it the Big Brother law, right, this is a real problem. It's unfortunate to say that this also happens in China. They just passed a new counterterrorism law. And unfortunately, the same kind of thing has happened in France. We have a state of emergency in France, which never seems to go away.
It always gets extended. And even when this ends, right, even when this cloud begins to lift, the policies and the thinking that sustained it for so long remain. And so I would ask anyone who really thinks about this issue, anyone who really cares about this issue and looks at the future, right? This is not about surveillance. This is not about me. This is not about intelligence agencies. This is about the relationship between the governing at the top and the governed that constitute the whole of society. If we cannot equalize this relationship and make sure that those who are being governed are truly aware and controlling the people who have the most power and influence in society, we are losing our fundamental freedoms. And what we see happening in the United States now, I think, crystallizes one concept more than anything else. The superstates, right? The great powers that constituted the status quo of the last century, that's changing. Perhaps it's in decline. But this creates a new space for more models, for more voices. And France, throughout history, has been a progressive force that's brought us forward in human rights. And I pray that they can be again. I hope this century will be an opportunity, a platform for France to be the voice that not only defends the values that we inherited throughout all the sacrifice of the last generations, but explains how we can live in a free and open society despite dangerous times through cooperation, through hope, through compromise, through resilience, and ultimately through the strength of being willing to risk a commitment to our values despite the costs, despite the rhetoric of dangerous people that are out there. If we destroy our own societies in response to external threats, we haven't protected anything. We have lost everything. So please, I would say, France, this is your time to make the world better. So thank you. Thank you. We are working on it. Thank you very much, Edward. Thank you for your time. Thank you. And see you soon. Take care. Merci. Take Merci. care. Au revoir. Merci beaucoup, thank you. Merci à vous. Merci à toi, Jean-Michel. C'est presque la fin de cette masterclass. On va tous se retrouver tout à l'heure. Il y a juste quelqu'un qui voulait vous et nous parler. C'est Vincent Giret, c'est le nouveau patron de France Info depuis quelques semaines, qui a évidemment un mot à nous dire et qui a écouté Edward Snowden. On s'embrasse, mais on s'est vu ce matin. Hein. Merci à vous deux, à vous trois, j'allais dire vraiment, vous nous avez fait vivre un moment absolument formidable. On a d'abord eu la fabrique d'un artiste passionné par l'information, vous l'avez bien senti. Pour nous, c'est presque émouvant de voir Jean-Michel autant intéressé par nos métiers. On a vu la fabrique intime d'un artiste qui travaille, qui compose, qui réfléchit à ce que nous tentons de mettre en scène. Et puis, comme par magie, hop, on est passé dans la fabrique de l'information, qui est en plein bouleversement. Et on le voit bien avec Edward Snowden, avec les lanceurs d'alerte, combien ce paysage a changé, combien de nouveaux acteurs apparaissent essentiels en fait. Je reprendrai vraiment le mot d'Edward qui est formidable. Travailler, concourir à la résilience de nos sociétés, de nos démocraties. C'est bien évidemment une ambition formidable et je sais qu'on la partage tous ici. Alors, juste, je ne vais pas être long, juste un petit mot pour vous dire bien sûr que Snowden a raison. La liberté d'informer, c'est un bien commun fondamental. Elle est une exigence aussi, partout dans le monde, mais aussi tout près de chez nous, comme Snowden l'a rappelé d'ailleurs, dans nos démocraties fatiguées, abîmées, où on sent bien que prospère de plus en plus une forme de complotisme, de manipulation, d'ignorance, de fake news, de relativisme aussi. Il y a un relativisme comme si les vérités scientifiques tout d'un coup pouvaient être, oui, contrebalancées par des idées communes. Eh bien, cette exigence, à France Info, bien évidemment, nous la revendiquons, nous la partageons, nous la connaissons bien ici, les équipes le savent, elles le pratiquent au quotidien depuis 30 ans.
toujours avec le même souci d'informer et de former aussi les citoyens. Alors nos équipes se reconnaîtront, je crois, dans une belle formule, une belle définition du journalisme, qui est aussi une forme d'oxymore, un autre Jean-Michel, une formule de Beuve-Méry. Beuve-Méry disait « Le journalisme, c'est à la fois le contact et la distance ». Le contact, bien sûr, c'est le terrain, c'est le réel, c'est le reportage, dont cette radio d'ailleurs s'est fait une vraie spécialité, qu'on nous jalouse parfois. C'est une des identités fortes de France Info. Et puis le contact, c'est être au plus près de l'actualité, même quand elle est violente. Et nous pensons bien sûr en ce moment très fort aux familles de nos confrères grands reporters récemment disparus sur le front de l'information et dont le travail, nous le dirons jamais assez, est absolument indispensable. Alors le contact, bien sûr, ne serait rien sans la distance, la fameuse distance, sans la capacité à donner à l'information de l'intelligence, de la profondeur, de la rigueur, de la mémoire, de la culture. C'est cette ambition-là que nous portons à France Info, sur nos différentes antennes, et dans le bel esprit exigeant et de la liberté et d'une certaine idée du service public. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Jean-Michel, vous nous faites un très gros cadeau là. Vous êtes avec nous ce soir, vous passez un temps, vous vous dévoilez aussi sur la façon dont vous travaillez, dont vous avez travaillé pour nous. Alors nous, on a un petit cadeau. Là, c'est le moment où je me retourne et en principe, quelqu'un vient m'aider. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Philippe l'a rappelé tout à l'heure, vous avez vendu des dizaines de millions de... 80, voilà. 80 alors, millions. J'imagine qu'il y a des CD, etc. Là, c'est un vinyle. Les vinyles aussi, vous en avez vendu. Et alors là, on vous a préparé un vinyle pour vous, spécialement, ce soir. Il n'y en a qu'un. Il est unique. C'est celui-ci. Il a été pressé. Vous voyez? Alors, il a déjà une valeur. Et bien sûr, ce vinyle, il y a tout le travail que vous avez créé pour nous. C'est été pressé dans cette maison qui sait tout faire, décidément, et rien que pour vous. Merci beaucoup, je suis très touché. Merci beaucoup. Je voudrais juste ajouter un mot. D'abord, je suis très très touché par cette belle surprise et que créer une musique pour vous tous, c'est en fait c'est aussi créer une sorte d'animal évolutif et qui grandit. C'est-à-dire que on en est qu'au tout début. La chaîne d'ailleurs télévision, elle n'a qu'un an. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire au niveau du son. On y travaille sur le plan de la musique. Je perds le seul exemplaire que j'avais, que je commence déjà à casser. Je vais le ranger. Voilà. Philippe. Et en tout cas, merci à tous, merci pour votre confiance et puis à très bientôt donc sur les ondes. Merci à vous. Merci. Merci à vous tous. Merci Vincent, merci Jean-Michel Jarre. L'année prochaine, tu auras un double. Merci beaucoup, bonne soirée, bon anniversaire à toutes et à tous. Salut.